TVA Nouvelles avec Sophie Thibault. Bonsoir tout le monde. Voici ce que nous avons pour vous. Le striptease de Tonia Curso devant la commission Charbonneau a commencé. À quel point va-t-il se dévoiler? Rapidement, j'ai réalisé que pour... Encore un geste d'horreur de l'État islamique, un deuxième journaliste américain décapité. Et le cas de Michael Sam, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ta manchette, Mario? Jim Pop en a parlé d'amener Michael Sam ici à Montréal, mais il en a probablement parlé pour rien parce qu'on veut le garder dans la NFL. Les Cowboys de Dallas l'ont repêché. Michel. Oui, bien, nos taxes scolaires ont augmenté de 500 millions de dollars au cours des 5 dernières années. C'est pas fini, tenez-vous là pour dire. François. Les supplications d'une mère n'y ont rien fait. Le calife autoproclamé a décidé de décapiter le journaliste Sotlov, mais en même temps, il déclenche la mobilisation internationale contre lui. Et Sophie? Justin Bieber a encore une fois été arrêté. Encore un enfant vedette qui fait tout un dérapage. Eh bien voilà, bonsoir tout le monde, ça y est, on y est, très, très heureuse. Vous aussi d'ailleurs de vous accueillir. On vous attendait vraiment avec impatience, il faut le dire. Alors bienvenue dans votre nouveau décor, votre nouveau TVA Nouvelles. Vous voyez comment je suis bien entourée de tous ces savants collaborateurs. Alors bienvenue à nos chroniqueurs qui seront là quotidiennement pour faire toutes sortes de choses, décortiquer la nouvelle, analyser, commenter. Au menu, actualité, des invités, des surprises. Alors la saison est officiellement commencée, disons-le, et on ne manquait pas de nouvelles aujourd'hui. Non. Hein, Ouais, franchement, là, le menu était chargé. Alors, à commencer par un incontournable, sans doute le témoin le plus attendu, l'entrepreneur Tonia Curso, qui a essuyé un autre revers ce matin. Il voulait être entendu à huis clos. Pas question, a dit la juge Charbonneau. Et à la surprise générale, pas d'objection qui a suivi. Alors, il a commencé à témoigner, souriant, détendu. On va regarder ensemble ce que Mathieu Bellumeur nous a préparé. Antonio Accurso est arrivé à la commission avec l'idée de ne pas être entendu en publication, ce que la commission a refusé. Est-ce que vous avez des réticences à témoigner devant la commission? Pas du tout, madame. Pas du tout. Il a retracé son parcours en parlant de l'exemple qu'a été son père pour lui. Là-dessus, la commission semble le surprendre. Excusez. Votre père était à la tête de Louisbourg Construction en 1964, c'est exact? Oui. Est-ce qu'il n'a pas été trouvé coupable de collusion avec 5 autres entreprises dans le milieu de la construction? Pas à ma connaissance. Non? Après avoir fait un cours en génie civil à Concordia, il prend les rênes de la compagnie familiale. Maître Lebel l'a amené à parler de sa rencontre avec Louis Laberge, alors président de la FTQ, puis fondateur du Fonds de solidarité. C'est une belle rencontre. Un gars comme M. Laberge, une poignée de main, c'est plus important qu'un contrat signé. Puis moi, je suis comme ça aussi. Ces compagnies bénéficieront d'importants investissements du fonds à partir des années 90. Tony Accurso souligne qu'au fil des années, il a fait faire 95 millions de dollars en profit au fonds. Le Fonds de solidarité, c'est la meilleure institution au Québec pour aider les Québécois. La commission a aussi exploré les amitiés de Tony Accurso avec Robert Abdallah, anciennement chez Hydro-Québec et ex-directeur général de la Ville de Montréal, ses liens avec les dirigeants syndicaux, l'aide du Fonds de solidarité pour acheter certaines compagnies. Bref, la toile est tissée. La suite demain. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal. Voilà, alors Maxime Landry est descendu du ciel spécialement pour nous et vous allez le retrouver tous les soirs dans votre nouveau TVA Nouvelles. Un bonheur de t'avoir avec nous, Maxime. C'est réciproque. Merci. Tonia Curso, donc, on l'a vu un peu, là, c'est tout un réseau d'amitié efficace et tissé serré. Oui, et l'image qui illustre le mieux tout le pouvoir, en fait, ce qui était Tonia Curso, c'est celle-ci. C'est une image, en fait, qu'on a retrouvée. Un graphique avait été déposé en juin 2012 devant la commission Charbonneau. Et ce que vous voyez en haut, c'est Tonia Curso. Et là, vous allez me dire, c'est quoi toutes ces lignes-là? Bien, c'est l'ensemble du réseau des différentes entreprises que pilotait Tonia Curso. Vous voyez des compagnies en numéro ici. Je vois, entre autres, Simard Baudry, Louisbourg Construction. Et on se promène comme ça. Et regardez, quand on prend justement le plan d'ensemble, bien, on a une bonne pensée justement pour les enquêteurs qui ont dû tracer toutes les ramifications et venir à bout justement d'établir le plan de match en question. Donc, Tonia Curso, c'était ça à l'époque. C'était gigantesque.
Ça nous rappelle un organigramme du ministère de la Santé. Hein. On a vu ça il y a quelques années. Hein. Et je pense que celui-là est encore plus complexe. On est content de savoir qu'il n'y avait pas de réticence, en tout cas. Hein? Oui, bien, oui, c'est disparu. Ça a commencé sur une déclaration assez particulière, effectivement. Alors, parlons-en de ce premier jour de témoignage. D'abord, assez particulier, rien d'explosif, parce qu'on a le sentiment que vraiment, on met la table. Là, il y a d'autres journées de témoignages qui s'en viennent. Mais comment l'avez-vous trouvé? C'était comme un fantôme avant. Calme, mais en même temps, on se rend compte vraiment, on s'est vraiment rendu compte ce matin que la commission Charbonneau est un spectacle. Parce que s'il n'avait pas été là ce matin, il n'y avait pas de show, il n'y avait pas de spectacle. Le personnage principal de cette pièce de théâtre-là aurait été absent. Michel? Oui, bien en fait, c'est notre champion hein, de la commission Charbonneau. Puis là, enfin, il sort de son silence. Puis c'est le témoin vedette que je pense que tout le monde attendait. Ben voilà. Mais moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, il y avait des médias ce matin. Ce qui m'a frappé quand même aujourd'hui, c'est de voir qu'il a fait l'éloge de Louis Laberge, également de la Banque nationale, une surprise, c'est la meilleure des banques, et du Fonds de solidarité. Là, je me pose des questions, par contre, sur les relations syndicales à l'époque, quand même. Il m'a semblé que l'acteur principal est cette fois-ci véritablement disposé à jouer le jeu et qu'il est là pour faire le spectacle, cette bonhomie, cette ouverture à raconter son enfance. Il me semble que le spectacle va être extrêmement divertissant. Mais attention, c'est le jour 1. Il y a d'autres jours qui s'en viennent. Je pense que c'était l'opération Charme de M. Accurso aujourd'hui, là, mais je pense qu'il va y avoir des moments où il va sembler moins sympathique à la commission. Pas vraiment ce qu'il a voulu démontrer. Il a quand même rappelé qu'il a dit « le fond a été bon pour moi, mais moi, j'ai été bon pour le fond ». Et j'ai noté le chiffre 93 millions de dollars. Moi, je suis actionnaire du Fonds de solidarité. J'étais contente qu'il ait fait ce rappel-là de dire « j'ai fait faire de l'argent ». Aux contribuables. Ah, bien, si Sophie est contente, on est correct. Ça va peut-être être moins drôle au cours des jours qui viennent, cependant, puis on va suivre ça avec attention. Alors, 22h07. Maxime, d'autres nouvelles qui sont importantes? En fait, on va revenir sur Accurso plutôt. On a des citations intéressantes de M. Accurso. On parlait d'un témoin qui était quand même assez solide. On a retenu quelques citations du jour où il dit, entre autres, « Hydro-Québec était le meilleur donneur d'ouvrage du Québec », ce qui donne quand même une idée des liens qu'il entretenait avec la société d'État. C'est un fait de la vie. Tu ne peux pas bâtir une entreprise si tu n'as pas accès à du capital. On a toujours besoin d'une banque, d'un prêteur. Et enfin, l'autre citation qu'on a retenue ce soir, c'est « Quand un fonctionnaire veut boquer, on va nulle part ». Donc ça, c'était les citations qui ont ressorti au cours de cette toute première journée de témoignage. Voilà. D'ailleurs, je vais vous dire, à la maison, vous avez sûrement beaucoup de commentaires à faire. Vous avez peut-être suivi en détail ce premier jour de témoignage de M. Accurso. Alors, je vous invite à nous discuter avec nous. Vous voyez l'adresse à l'écran sur Twitter, donc la nouvelle adresse, #TVA22H. On attend vos commentaires et on veut vraiment de la discussion entre nous maintenant à 22h. Maxime, d'autres nouvelles importantes qui retiennent notre attention aujourd'hui? Oui, ce soir, une bonne pensée pour les gens de Shawinigan. Une nouvelle qui va faire mal, c'est les produits forestiers résolus qui ont annoncé la fermeture de l'usine à papier de Laurentide à Shawinigan. 275 travailleurs qui vont se retrouver à pied le 15 octobre prochain. Problème de rentabilité, mais cette usine-là était là depuis 126 ans, imaginez. On espère pouvoir replacer une partie des travailleurs dans les autres usines. Maintenant, vous vous souvenez bien sûr de cette spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison d'Orsainville. Aujourd'hui, on a rendu partiellement public un rapport d'enquête et ce qu'on apprend, c'est que cette évasion-là était prévisible selon l'enquêteur au dossier. En fait, même si on avait connu une situation similaire à Saint-Jérôme quelques mois auparavant, rien ne permet de conclure que le personnel de Québec était bien préparé pour faire face à une autre évasion par hélicoptère. Et enfin, ça, c'est une histoire bien triste à Montréal cet hiver. Alain Magloire, vous savez, cet itinérant qui avait été abattu par les policiers. Bien, on a appris cet après-midi qu'il n'y aura pas d'accusation criminelle portée contre les 7 policiers de Montréal impliqués dans l'intervention. Il faut dire donc qu'Alain Magloire était armé d'un marteau à ce moment-là. Voilà, sur la scène internationale maintenant, chaque fois, merci Maxime, ces affaires-là nous lèvent le cœur. Vous vous rappelez sans doute du cri du cœur de la mère du journaliste Stephen Sotloff qui implorait ces ravisseurs de l'État islamique de l'épargner. Ben, rien à faire, son fils a été décapité, François nous le disait plus tôt. On va regarder ensemble ce que Richard Latendresse nous a envoyé.
Une mort atroce, filmée et diffusée, comme pour James Foley, l'autre journaliste américain qui a subi le même sort il y a 2 semaines par les extrémistes musulmans de l'État islamique qui agissent en Irak et en Syrie. Cette bande vidéo-ci, qui doit encore être authentifiée, montre le journaliste Steven Sotlove, un freelance de 31 ans, portant une tenue orange, agenouillé à côté d'un islamiste en noir masqué qui lui agite un couteau. On entend Sotlove dire qu'il paie le prix de la politique américaine dans la région, alors que l'islamiste, lui, qui, en passant, parle avec le même accent britannique et bouge de la même façon que l'homme qui a décapité James Foley le 19 août, s'adresse directement au président américain. Il l'appelle tout simplement Obama. Il dénonce les bombardements des positions de l'État islamique dans le nord de l'Irak et tout juste avant de décapiter Sotlove, il conclut en affirmant que comme vos missiles continuent de frapper notre peuple, nos couteaux vont continuer de frapper le cou de votre peuple. En plus d'être épouvantablement horrible, tout ça est doublement triste parce qu'il y a quelques jours à peine, la mère de Sotlove avait lancé un appel extrêmement émouvant au leader de l'État islamique, le suppliant d'épargner son fils, son garçon, comme elle disait. En terminant, les islamistes ne se contentent pas de menacer les Américains. À la toute fin de cette bande vidéo sur Sotlove, le militant menace d'exécuter de la même manière, on le montre, on le voit, David Hines, qui lui est britannique, enlevé en Syrie au début de l'année dernière. Alors, comme vous voyez, c'est un cauchemar qui n'en finit pas. Voilà, il y a certains qui reprochent aux médias de faire un petit peu d'enflure avec ces cas de journalistes décapités, mais il faut vraiment, François, témoigner de ces horreurs-là. C'est extrêmement important. Bien sûr, il y a d'autres décapitations aussi épouvantables. Mais... Et puis, il y a 190 000 morts en Syrie, il y a des centaines de milliers d'autres morts en Irak, mais la mort d'un journaliste n'est pas seulement une déclaration corporatiste de notre part. Ce sont ces gens de Steven Sotlove, des gens de James Foley qui vont dans ce genre de pays pour raconter des histoires qui autrement nous seraient inconnues. Dans le monde, péril de leur vie. Au péril de leur vie, on vient de le voir, parce que dans le monde, il y a tellement d'autres conflits dont on pourrait parler, mais ils ont choisi de rendre témoignage. Et aujourd'hui, la perte de ce collègue-là, de cet être humain, mais de cet humaniste aussi, c'est quelque chose qui va nous bouleverser durablement. Quel est l'impact? Est-ce que la guerre aux djihadistes est en train de changer? Il y a des pays arabes là, qui se réajustent. Là. Oui, la déclaration de la création de ce califat, de cet État islamique planétaire, a effectivement mobilisé le monde arabe. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'engagement. Là où la guerre contre le terrorisme était une affaire des Occidentaux contre le monde arabe, contre le monde musulman, ça devient de plus en plus une guerre des Arabes et des musulmans eux-mêmes. Ce matin, l'Arabie saoudite a annoncé l'arrestation de 88 terroristes qui allaient opérer dans leur pays. Ouais. Autant d'engagements qui font dire que, d'une certaine manière, ça va changer sur le terrain. Et François, c'est cette guerre-là qui mène vraiment une catastrophe humanitaire sans précédent. Et Maxime, la Croix-Rouge veut qu'on le voit très, très bien en images, notamment. Oui, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de ces journalistes décapités, de ces frappes aussi, mais il y a tout ce visage humain et des images extrêmement poignantes publiées aujourd'hui par le Comité international de la Croix-Rouge de ces milliers et ces milliers de personnes qui sont déplacées en raison de ces affrontements dans l'ouest et dans le nord de l'Irak. Regardez cette famille-là, ça m'a touché beaucoup. Écoutez, cette famille n'a plus que ce berceau. Ils sont réfugiés à l'intérieur d'un entrepôt, même pas un endroit convenable pour une famille, mais il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas rien. Il fait 50 degrés. En dessous des ponts à Dohuk, entre autres, c'est là que les gens se réfugient en attendant que la violence cesse un peu. Et ça, ce sont les visages au quotidien, finalement, de ces affrontements qu'on vit depuis déjà plusieurs semaines là-bas. Maxime, l'horreur est telle qu'effectivement, la Croix-Rouge sort de son devoir de réserve, qui était sa règle traditionnelle. Oui, absolument. Et on peut rappeler que c'est 1,6 million d'Irakiens déplacés à ce jour et 1500 morts. Bien, on va revenir chez nous maintenant. C'est la rentrée officielle, hein, c'est le 2 septembre. Donc, rentrée pour tout le monde, pour les élèves, pour les travailleurs. Ah, je ne suis pas au courant, moi. Vous n'avez pas toujours su faire. en retard, Michel. Hein? Vous n'avez pas su faire ce matin. Rentrée télévision aussi. Ah oui, c'est vrai. Rentrée automobiliste. Et là, je vais faire peut-être hausser votre pression artérielle et vous m'en excuserez. Oh non! Yes. Un cône orange, non! Ouais, voilà. Alors, ça fait peur. Toujours, on dirait que ce festival de cône orange, il est éternel. Hein? Alors, on parle d'une étude de conseillers en ressources humaines, vous avez vu ça dans les journaux, qui nous montre que c'est très clair que les travaux routiers causent, on le savait par exemple, stress, mais abandon d'emploi, des retards comme je n'ai dans les entreprises, des gens qui déménagent, des camionneurs qui changent d'itinéraire, bon, bref, de l'irritabilité, c'est de plus en plus grave. C'est peut-être effrayant en termes de productivité. Oui, effectivement, oui. Je crois qu'il y a des chiffres, effectivement, mais ça ne va pas s'améliorer parce qu'il y a d'autres chantiers
dossiers qui s'en viennent et des majeurs, en plus. En tout cas, à Montréal. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est encourageant tout ça. Oui, c'est ça. Nous sommes constamment pris en otage, malheureusement, parce qu'on a tellement négligé ça pendant de nombreuses années. Tu sais, en parallèle, on veut aller chercher des sous dans les dépenses qu'on fait. On voit que ça provoque une collision entre les syndicats et le gouvernement. Mais par contre, à tous les niveaux, que ce soit les structures, le stade olympique, les routes, les viaducs, c'est partout pareil. C'est pour ça que nos policiers, puis on augmente les taxes, on va parler au niveau scolaire, les taxes municipales, les policiers multiplient les contraventions. Pour payer quoi, vous pensez? Ouais. Ça va tout à la même place. Moi, cela dit, moi... Vous avez des tableaux, Michel? Oui, non, mais avant de parler des taxes scolaires, pour finir sur les comptes, moi, ce qui m'écoeure dans cette histoire-là, c'est que des fois, on nous prend nous-mêmes pour des comptes sans le E. sans le E. Oui, sans la voyelle. Gilbert Rozon est à l'écoute. Michel ne nous a pas aidé pour ce matin, pour le moral. Là, avec en ce qui concerne évidemment la rentrée scolaire, je vous rappelle que depuis les 5 dernières années, n'est-ce pas, les taxes scolaires ont augmenté d'un demi-milliard, 500 millions de dollars. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai dit tantôt, ce n'est pas fini, ça va se poursuivre. Pourquoi les taxes ont augmenté de 500 millions? C'est parce que... poser des questions. La faute à qui, tout ça, finalement? C'est la faute au gouvernement. Non, mais sérieusement, au cours des 5 dernières années, le gouvernement a coupé 800 millions de dollars dans les budgets des commissions scolaires. Soit dit en passant, là, ce serait important de rappeler que les commissions scolaires sont là juste pour mettre en place, à partir de paramètres X, Y, Z, 1001 paramètres, de mettre en place ce que le gouvernement dépense en termes de budget. Parce que les commissions scolaires, ça ne touche que le primaire, le préscolaire, le primaire et le secondaire. Donc, selon moi, la faute pourquoi les taxes ont tant monté, d'ailleurs, vous remarquez qu'il manque un 300 millions. Bien, c'est tout simplement parce que le gouvernement, lui, fait porter l'odieux des compressions budgétaires sur le dos des commissions scolaires. C'est dit. Merci beaucoup. Après la pause maintenant, Justin Bieber qui est encore, il faut dire, dans le sale drap, son dossier judiciaire là, qui, si c'est possible, s'épaissit encore un peu. On retrouve Maxime maintenant. Quelques nouvelles, notamment à Saint-Lambert. Est-ce qu'on a retiré finalement le camion-citerne du fleuve, Maxime? 22h19, on vient tout juste de recevoir ces images de nos patrouilleurs qui sont sur place. Vous voyez que l'opération est toujours en cours actuellement. On est en train de retirer le camion. On est même en train de le découper avec des torches. Vous voyez d'ailleurs ces images captées au cours de la soirée. Donc, on espère pouvoir rétablir la circulation complètement demain. Ce soir, pour le retour à la maison, il y avait 11 km de bouchons sur la 132 à la hauteur de Saint-Lambert. Restons un peu dans le même secteur. Le CHSLD Saint-Lambert sur le Golfe, encore une fois, défraie la manchette. Les policiers de l'agglomération de Longueuil font enquête sur un possible cas d'agression sexuelle sur une patiente, une dame âgée de 84 ans. Le suspect est un préposé qui a été suspendu d'ailleurs par la direction du CHSLD. Et enfin, un procès bien particulier a cours actuellement à Québec, celui de maître Bernard Gobeil, accusé de voie de fait. On dit qu'il a voulu procéder à une arrestation citoyenne et c'était sa camelot. Vous allez voir même les images captées par la caméra de surveillance. Aïe. Il a surpris sa camelot en train de voler de la nourriture pour chat. Il a voulu l'arrêter et finalement, on a déterminé que c'était peut-être abusif. Le procès se poursuit demain. Ouais. J'aime bien le peut-être. Peut-être. Parlant de justice, oui. On va finir par se demander si Justin Bieber manque d'attention, franchement, là, comme si son dossier judiciaire n'était pas assez chargé. De nouvelles accusations, Sophie. Là, cette fois-ci, une affaire de rage au volant en Ontario. Oui, en fait, il était au volant d'un 4x4, là, un VTT. Il y avait quelqu'un sur son terrain. Il était près de sa ville de naissance en Ontario. On sait qu'il est originaire de la petite ville de Stratford en Ontario. Et il y avait quelqu'un sur le terrain, possiblement un paparazzi. Il a foncé dedans. Donc, il est accusé de conduite dangereuse. Mais une fois qu'il a eu foncé dedans, il y a eu une altercation avec la personne qui conduisait la camionnette. Donc, il est accusé de voie de fait. C'est la fouille. On rit, mais c'est pas drôle. Ben, ça, c'est une histoire précédente qu'on voit là. Coopératif quand même. Oui, il est quand même coopératif. Alors, c'est assez hallucinant quand même, l'histoire de Justin Bieber, parce que si je vous faisais, les amis, la liste de toutes les accusations qu'il y a eu au cours de la dernière année, disons, concernant Justin Bieber, ça prendrait toute l'émission, puis on n'a pas vraiment le temps. Mais disons simplement conduite avec faculté affaiblie, il a lancé des œufs sur la maison de son voisin. Donc, on a l'impression que Justin Bieber est vraiment en train de vivre une crise d'adolescence. Il a 20 ans. Il a 20 ans, les jeunes, mais il a connu le succès instantané
instantanée à 15 ans. L'année dernière, il a fait 58 millions de dollars. Alors, si un jeune de 15 ans à qui on promet la richesse, vraiment 73 millions de fans sur Facebook, c'est énorme. On peut comprendre qu'il en perd un petit peu, des petits bouts de temps en temps. Il se sent tout puissant, puis les gens lui disent qu'il est numéro 1. Et en plus, imaginez, il a été condamné à un programme de gestion de la colère et de maîtrise de soi. Oui, je pense qu'il n'a pas pris des bonnes notes pendant son cours. Alors, c'est l'heure des choix. Mesdames, Messieurs, chaque soir, un de nos chroniqueurs ici présent met sa tête sur le bio, prend position sur un sujet et vous pouvez endosser ou rejeter son opinion. Alors, Sophie, c'est à toi ce soir de te mouiller. Les enfants vedettes ont trop d'argent, trop de pression, trop jeunes. C'est normal qu'ils perdent les pédales. Est-ce que j'ai raison? Alors, est-ce que Sophie Durocher a raison? Maxime, tu vas nous livrer donc les résultats du verdict à la fin de l'émission. On va expliquer aux gens à la maison comment vous pouvez voter. Très simple. Vous allez sur tvanouvelle.ca, vous défilez la page et juste ici, juste en dessous de notre collègue Paul, le verdict, trop d'argent, trop de pression, vous allez voter à ce moment-là et on vous dévoile les résultats donc à la fin de l'émission. On vous laisse délibérer. Le DG des Alouettes a l'œil sur Michael Sam, le premier joueur ouvertement gay repêché par une équipe de la NFL. Mario Langlois va nous dire ce qu'il faut en penser. Alors, tout le monde sportif en parle abondamment. Vous avez sûrement entendu parler de Michael Sam, premier joueur ouvertement homosexuel repêché par un club de la NFL. Et il intéresse Jim Popp, le DG des Alouettes. Mario, qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes? Bien, il faut lire que Jim Popp aime beaucoup faire parler de lui aux États-Unis. Donc, avant de parler de l'homosexualité de Michael Sam, qui pourrait, selon certains, causer une distraction, Jim Popp nous a amené Chad Johnson, surnommé lui-même ou autoproclamé Ocho Cinco en début de saison, une ancienne vedette de la NFL qui tente de relancer sa carrière après 2 années d'inactivité. Il a capté 4 ballons depuis le début de la saison. Est-il une distraction? Je connais pas très bien le football, mais ça doit pas être bon. C'est pas un bon signe. À 19h ce soir, il a émis, je pense, 80 000 tweets en carrière à venir jusqu'à maintenant, mais les ballons sont rares. Donc ça n'a pas été un geste très, très concluant, mais qui aboutit donc sur le fait que Jim Popp a fait parler de lui en Amérique, parce que tu embauches une ancienne vedette de la NFL. Michael Sam, premier joueur à afficher ouvertement son homosexualité avant d'être repêché, choisi par les Rams de Saint-Louis, retranché à la toute fin du camp d'entraînement. On ne le garde pas sur l'équipe de réserve. Pourquoi l'a-t-on retranché? C'est discutable. Est-ce qu'on considérait qu'il pouvait devenir une distraction à Saint-Louis parce que le fait qu'il ait déclaré son homosexualité ne veut pas ouvrir la porte à la curiosité des médias? Qu'est-ce que vous en pensez, Mario? Moi, je pense que P.T. Subban peut causer des distractions. Je pense que Tim Tebow peut causer des distractions. Je pense que Michael Sam peut causer des distractions. Mais il n'y a pas une raison. C'est pas l'homosexualité, c'est pas l'hyperactivité, c'est pas le christianisme, le born-again Christian. Mais il y a une chose certaine, c'est que si tu gères défensivement en ne voulant pas te commettre envers des gens qui ont du talent, ben, tu gères pas pour gagner. Tu gères défensivement, tu prends pas les bonnes décisions. Il y a un bon rythme, hein, cet homme. C'est incroyable. Hein? Oh là là. Alors, on va parler de tennis. Oh oui. On parle de tennis. Il y a des matchs interminables. Il y en a un qui s'est terminé à 2 h du matin. Je pense qu'il a duré 4 heures. Et on a eu droit à une déclaration choc du directeur de la Coupe Rogers sur la longueur des matchs de tennis. Oui, Eugène Lapierre qui me disait aujourd'hui à ce sujet que c'est devenu ridicule et quasi et même anti-sportif de faire en sorte que les athlètes, sur 4 à 5 heures, il y a eu un match qui a duré 3 jours là, dans l'histoire. Donc, c'est devenu ridicule parce que là, c'est devenu des marathons, à savoir qui va résister à ce marathon-là plutôt qu'un concours d'habilité au tennis. Et il s'épuise, finalement. Bien, carrément. Et il nous épuise aussi. En plus. Et d'ailleurs, parlant de rythme, c'est drôle que tu aies parlé de rythme. Regardons ensemble, juste dans le rituel pré-service de Milos Raonic. Oui. Hier, à 2 h du matin, j'ai veillé jusqu'à la fin, je comptais les poc-poc. Regardez le nombre de fois qu'il fait bondir sa balle avant un service. Si on pouvait couper un petit peu dans les rituels, peut-être que ça aurait fini vers 1 h 30. Si on peut voir l'image, là, en tout cas. Mais pour les gens qui ont vu l'image, ça vous donne une bonne idée. Regardez. 10 fois. 3, 4, vous êtes déjà tanné, hein? 10 fois avant chaque service. Mais dans un match de 4 heures, ça fait combien en tout? Mais là, j'ai pas fait le calcul. Je me suis dit que Michel s'occuperait de ça. Moi, les maths, là, François. Mais j'aime ça quand tu fais poc-poc, par contre. Moi, j'ai retenu une chose. Aujourd'hui, là, il y a des heureuses de la défaite de Raonic. Les balles du US Open qui étaient tannées de se faire frapper à 225 km/h. Parce que son rituel a beau être lent, quand il frappe la balle, ça fait peur. Des services à au-delà de 200 km/h. C'est hallucinant. Alors, Par contre, il n'avait que ça pour se défendre au plan tennistique. Si on parle de sa performance, malheureusement, il n'avait que son service et il l'a lâché en fin de match. Je la garde en souvenir. Merci, Michel. US Open. On te lance la balle. Non autographique. Maxime, on vous lance la balle. D'autres nouvelles?
On va attraper ça au bon. On vous parle de Apple qui vient faire le point finalement sur cette enquête. Vous savez, les fameuses photos de célébrités. Bien, Apple dit, ouais, effectivement, les comptes ont été piratés, mais il n'y a pas eu de faille. Autrement dit, le ou les hackers qui ont mis la main sur ces photos-là n'ont peut-être pas eu à travailler fort. Vous savez, les fameux mots de passe 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas nécessairement ce que de plus sécuritaire et on pense peut-être que dans ce cas-ci, un mot de passe trop facile a pu amener les hackers à mettre la main sur ces photos assez facilement. Je vais vous montrer ces images-là parce qu'elles sont éloquentes. Elles témoignent vraiment du travail sur le terrain en lien avec l'épidémie d'Ebola. Elles nous viennent de Monrovia au Libéria. Regardez, c'est un homme justement qui est atteint du virus. Il y a des travailleurs qui viennent pour l'amener vers le centre de quarantaine et finalement, c'est la foule qui s'en prend aux travailleurs. Donc, lorsqu'on montre justement les difficultés à opérer, à travailler sur le terrain, voici un exemple éloquent. Restons justement dans la crise d'Ebola pour dire que l'hôpital Sainte-Justine à Montréal a été désigné comme centre pédiatrique dans l'hypothétique cas qu'un enfant attrape justement le virus. Donc, Sainte-Justine. Et pour les adultes, ce serait l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Notre-Dame, voilà. Merci, Maxime. Maintenant, une nouvelle guerre qui est apparue dans les airs cette fois-ci. La guerre des jambes, la guerre de l'espace pour les jambes dans les avions. Une grosse guéguerre. Ça tourne autour d'un petit gadget qui a été inventé, le Knee Defender, le protecteur de genoux, qui bloque carrément le siège, qui empêche le passager en avant de vous d'incliner son siège vers l'arrière. C'est un truc qui existe depuis 2003, qui coûte 22 $, une affaire de rien. Mais ça provoque énormément de turbulences. Vous le voyez là sur les images. Il y a eu des bousculades, il y a eu des atterrissages d'urgence. Vraiment, ça joue dur pour les centimètres à bord. Il y a eu encore un avion dérouté hier, des problèmes d'espace. Alors, moi, je vous dirais, ma chère mère me disait à l'époque, les règlements, c'est fait pour être suivi. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Moi, Sophie, je voudrais vous t'offrir une boîte de sardines, parce que c'est comme ça qu'on se sent aujourd'hui dans les avions. Et c'est peut-être la faute des compagnies d'aviation qui, année après année, réduisent notre espace. Et ça s'en va en classe affaires. Et ça s'en va en place à faire. Alors, il faut... Mais on agit comme des sardines, on se plaint pas. Exactement. Alors, la solution que les compagnies d'aviation fixent les sièges, plus de sièges qui s'abaissent. Oui. Ça va être réglé. Oui, certaines l'ont fait, effectivement. Sophie, Mario doit avoir vraiment une misère folle en avion avec la longueur de durée. Imaginez quand les Alouettes ou la nouvelle équipe de Michael Sam peut-être dans la NFL, parce que tout à l'heure, je vous disais que les Cowboys de Dallas lui redonnent une chance. Qu'est-ce qu'on mesure exactement là pour être sûr? J'ai mesuré sa jambe. J'ai mesuré sa jambe. Messieurs, dames. 25 pouces. 25 pouces. Donc, je peux comprendre que dans un avion, tu te sens un petit peu à l'étroit. J'ai déjà vécu un incident d'ailleurs, à un moment donné, quelqu'un qui tentait de reculer. Je n'étais pas de mauvaise foi, mais j'avais mon knee blocker intégré, mes propres genoux. Donc, tes biceps, parce que... Mais dans le temps, c'était agréable, prendre l'avion. Il y a longtemps. Il y avait plus d'espace. Au 19e siècle, tu veux dire? C'était tellement beau, c'était merveilleux. Mais c'est particulier, parce que les gens paient quand même pour avoir le droit de prendre leur aise. Les compagnies ont il y a des règles à respecter. On se demande où est passé le savoir-vivre quand même. Et voyez, ça, c'est intéressant. Les distances qui se sont modifiées avec le temps. Dans les années 70-80, vous aviez droit à votre 46 cm de jeu de jambes. Et là, en 2013, on a quand même perdu 3 cm. Et on a grandi. La population a beaucoup grandi. Donc oui. Ça qui est et voyez, donc, si on compare avec un train américain, c'est 52 cm. Et au cinéma, évidemment, surtout dans les nouvelles salles, 63 cm. On peut bien se plaindre. Justin Bieber ne devrait pas péter sa coche dans ces endroits-là. Lui, il aura de l'espace en masse. Il trouve toujours une bonne occasion pour péter sa coche. Groupe. Oui. Tous les soirs, maintenant, discipline. Maxime va nous présenter ce qu'on appelle, en bon français, le buzz sur le web. Autrement dit, qu'est-ce qui fait jaser aussi? Qu'est-ce qui va faire jaser, Maxime? Oui, puis ça, c'est une belle histoire que je vous présente ce soir. Vous savez, Michel adore l'Italie, puis ça va peut-être l'inciter à y retourner. Je vous présente Giovanni Di Bianco. Monsieur Di Bianco voulait avoir un petit souper aux chandelles avec sa dulcinée. Il a commandé des huîtres, sauf que le resto n'avait plus d'huîtres en question. Donc, ça va chez le poissonnier, on arrive avec 3 huîtres. Là, monsieur les ouvre et il découvre quelque chose de dur en croquant. Non. Il y avait 3 perles à l'intérieur. 3. Et donc, il est allé chez le bijoutier et ça lui a rapporté 2000 €. Donc, je ne suis pas amateur d'huîtres, mais si vous commandez des huîtres, vous allez peut-être faire de l'argent finalement. C'est un peu ça. Et puis, l'histoire ne dit pas à qui il a remis l'argent, peut-être à sa concubine ou quoi que ce soit, mais
ça peut être payant finalement d'aller au resto comme ça. Donc, une belle histoire dans le secteur de l'Italie. C'est beau, la vie quand même. Il va y avoir des ventes vite. Merci, Maxime. 22h35 et je vous invite à nous écrire, hein, toujours à notre adresse, hashtag en français, TVA 22H. Alors, un mot-clic. Ouais. Mot-clic, merci. Et Maxime, donc vous aurez tu auras les résultats, on va y arriver. Tu auras les résultats pour nous après la pause du verdict des gens. Tout à fait. Donc, à savoir, est-ce que les enfants sont trop gâtés, les enfants vedettes? C'était la question que Sophie vous posait. Vous avez voté sur tvanouvelle.ca. On vous montre les résultats dans quelques instants. Restez avec nous. Alors, vous avez été nombreux à voter pour ou contre l'opinion de Sophie Durocher sur Justin Bieber. Donc, c'est l'heure du verdict et Maxime va nous dire de quel côté vous penchez. C'est tout chaud, ça vient de tomber. Donc, les enfants vedettes, trop d'argent, trop de pression, trop jeunes, normal qu'ils perdent les pédales. 85 des gens sont d'accord avec toi, Sophie. Seulement? Oui, quand même, 85. Non, mais vraiment, une fine psychologue. La semaine prochaine, l'unanimité. Absolument. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Sophie. Et merci d'avoir été là. On est très, très contents. On espère vous revoir demain, même heure, même poste, 22h.